On a mené, avec notamment Édouard Philippe et Elisabeth Borne, une instruction pour regarder quelles alternatives on avait sur un dossier qui était enquisté quand même depuis de nombreuses années, pour voir comment on pouvait sortir d'une situation de blocage avec un souci d'apaisement, de sagesse, mais en même temps sans ignorer les arguments, les doléances des députés, des élus du Grand Ouest. Franchement, je peux vous le dire, parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur, Édouard Philippe, il a conduit ce travail, cette réflexion avec une honnêteté absolument incroyable. Moi, je me suis effacé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas été là au moment où on a écouté les uns les autres, mais je n'ai à aucun moment fait valoir ma propre opinion. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme ça qu'on prend une décision. Mais attendez, on nous a bien dit que tous les ministres concernés de près par le dossier, dont vous, ont été consultés. Quand Emmanuel Macron vous a demandé votre avis, vous avez fait avancer mais ça, vos cet avis, il était connu. Oui, mais une conviction ne vaut pas décision. Non, mais dans ce gouvernement, vous aviez des gens à l'origine qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Peu importe, après, c'est au gouvernement de choisir, à l'éclairage notamment de ce travail. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail des 3 médiateurs, qui nous a montré qu'il y avait probablement d'autres alternatives, même si ces alternatives, et j'en conviens, sont loin d'être idéales. Mais simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on était jusqu'à présent dans une situation de blocage, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et je voudrais simplement aussi dire, imaginez qu'on ait pris une autre décision. Est-ce que j'ai besoin de dessiner dans quel scénario nous serions ? Est-ce que la France a besoin de ça ? C'est pas forcément l'argument qu'il faut faire valoir, mais c'est pas un argument qu'on peut mettre non plus sur le côté. Est-ce que Il faut aussi revenir à Nicolas Hulot, est-ce que vos convictions ont pesé ? Et on les connaît, vos convictions. Elles sont anciennes, elles n'ont pas varié sur ce sujet. Ce ne sont pas mes convictions, et Édouard Philippe vous le dira lui-même, qui ont guidé la décision du gouvernement. Et le gouvernement, et même moi, on a douté jusqu'au bout. Et même vous ? Oui, mais non pas sur... Je n'ai pas changé d'avis sur le fait que pour des raisons environnementales, ce projet, me semble-t-il, correspond à un projet d'une autre époque. Mais oui, nous avons douté. Pourquoi ? Parce que quand vous entendez effectivement les élus parler de déni démocratique, même si on peut en débattre pendant des heures, ce sont des arguments qui sont recevables. Et quand nous sommes démocrates et légalistes, c'est recevable. Sauf qu'on était dans une situation figée qui pouvait dégénérer et qu'à partir du moment où on s'est aperçu qu'il y avait quand même d'autres issues, et la seule obsession que nous avons maintenant, c'est de faire réussir une décision qui a été très difficile à prendre, mais qui est une décision, honnêtement, de sagesse. L'histoire le montrera, et une décision d'apaisement. Et malgré tout, Nicolas Hulot, on ne va pas personnaliser, c'est pas votre sujet, mais c'est une satisfaction. Je veux dire qu'il vous arrive de montrer, après tout, que vous n'êtes pas content parfois. C'est pas une question de défaite, mais c'est une question de déception. Mais on n'est pas là pour chercher. Enfin, quand mais vous le montrez. Quand dire que c'est une victoire de Nicolas Hulot, mais ça serait, c'est vraiment une. Pardon, excusez-moi, mais ça serait d'abord absurde de voir cela comme ça, parce que c'est pas. Moi, je ne suis pas dans une bataille. Je mène un engagement qui est un engagement universel pour, encore une fois, pour la protection de l'avenir, entre guillemets. Je fais très court. Et pour moi, une victoire, ça aurait été que ce sentiment-là soit partagé par le plus grand nombre. Voilà. Mais je peux pas. Vous dites ça comme ça. C'est pas une victoire, c'est une satisfaction profonde par rapport à ce que vous avez toujours défendu. C'est un soulagement parce qu'on va pouvoir passer à autre chose, tout en, je l'espère, et nous nous y engageons parce qu'on se sent redevable vis-à-vis des élus du Grand Ouest, en faisant en sorte de répondre également aux exigences économiques des acteurs économiques et des acteurs politiques du Grand Ouest. Vous avez vu les zadistes crier victoire dès l'annonce de l'abandon hier. Ils sont en liesse, etc. Oui, ils ont raison de ils se gênent pas eux pour dire qu'ils ont gagné. Oui, vous savez, dans les opposants à Notre-Dame-des-Landes, il y a une communauté qui n'était pas homogène. Et il y a ceux qui ont parfois qui sont sortis du cadre légal, et là il va falloir qu'il y ait un retour à l'ordre et que ça se fasse, je l'espère, spontanément et naturellement. Mais vous avez aussi des agriculteurs, vous avez aussi des citoyens qui sont des gens qui ont des arguments bien fondés, qui l'ont fait dans le respect de l'ordre public. Ces gens-là ne sont pas en train d'exulter, ils sont en train de prendre leurs responsabilités, parce qu'il faut savoir arrêter un combat quand on pense qu'on l'a notamment gagné. Et ce que je souhaite, d'ailleurs, je l'ai dit, c'est que notamment il y ait un geste très rapide qui soit effectué, mais
j'ai confiance en cela, c'est que les routes soient naturellement restituées à l'État pour que ce territoire retrouve, encore une fois, une situation d'ordre normal. Gérard Collomb dit ce matin qu'il faudra que ce soit fait avant la fin de la semaine prochaine. On n'a pas très bien compris quand même ce que vous allez faire de la ZAD. 1600 hectares occupés en partie. Bon, il y a ceux qui ne veulent pas partir, ils sont entre 200 et 400. Il reste jusque fin mars, là. Est-ce que vous allez les voir? Est-ce que vous allez aller sur la ZAD, vous? Non, mais maintenant, c'est l'état de droit qui va revenir. Alors, il ne faut pas le faire brutalement, parce qu'il y a des situations très particulières. Il va y avoir des rétrocessions des propriétaires qui avaient été expulsés et qui pourraient demander de retrouver leurs terres. Repayer, ils ont été expropriés, des procédures. Il y a des cas très différents, parce qu'il y a des gens qui ont été expulsés, mais qui n'ont pas touché les indemnités, donc ils ont la possibilité de retrouver leurs terres. Il y en a même qui ont touché les indemnités, s'ils les rétrocèdent, ils peuvent retrouver leurs terres. On va regarder au cas par cas. Mais ce qui est chose, c'est que les choses se feront, encore une fois, dans un cadre absolument légal, mais on va laisser, compte tenu que c'est une situation qui s'est installée pendant des années, on peut pas la régler comme cela, mais il va falloir, encore une fois, qu'il y ait de part et d'autre une bonne volonté et comment dire, un certain nombre de signaux d'apaisement des deux bords. Des deux bords. Enfin, et pardon de vous le dire, mais quand on entend bien comprendre que la décision du gouvernement, non seulement n'est pas une licence à reproduire ce type de situation, mais c'est justement un signal que c'est l'ultime projet sur lequel on laissera une situation se dégrader. Mais il y a une leçon à tirer. Il y a une leçon. Et ce que j'espère, c'est qu'on va la tirer collectivement. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est une succession d'échecs collectifs et que cette situation, franchement, elle n'est pas d'une grande dignité par rapport à ce qui s'est passé. C'est qu'il faut qu'en amont des projets, des grands projets, les consultations soient dignes de ce nom. Et que ce ne soit pas simplement des séances d'information où on valide des décisions qui ont été prises en amont et on ne laisse pas la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer et de faire jaillir des alternatives. J'espère qu'au moins, c'est l'aspect positif de ce dossier et que nous en tirerons collectivement des leçons pour éviter que ces situations ne se reproduisent. On ne vende pas aux Français, la population concernée, des projets ficelés d'avance. C'est ça que vous voulez dire. Vous avez entendu tonner Bruno Retailleau tout à l'heure à 7h30. Il était l'invité d'ailleurs de Marco Ebifogiel hier. Lui dit on a cédé aux zadistes, évidemment qu'il n'y aura pas d'évacuation. Évidemment, ils sont là en terrain conquis, on ne va pas donner la charge. On va essayer de faire en sorte... Vous savez, très facile de donner toute l'attitude à la force publique et de céder. Voilà. Créons les conditions pour que le retour à l'ordre public se fasse avec le maximum de précautions, mais le retour à l'ordre public, il aura lieu. Il aura lieu de toute façon, mais on peut prendre un petit peu de temps pour faire en sorte que les choses se fassent spontanément, et moi je n'en doute pas. Et puis si certains s'obstinent, pardon de le dire, mais après l'État prendra ses responsabilités. Après le 30 mars, comme l'a dit le Premier ministre. Le Premier ministre a été, me semble-t-il, d'une grande clarté là-dessus. Cette parole de l'État sera respectée. Ouais. Est-ce que cette décision, je reviens à vous une seconde, est-ce que cette décision quand même, dans cette décision, il n'y avait pas aussi le souci de vous garder au gouvernement, Nicolas Hulot? Mais ça, c'est un fantasme, pardon de vous le dire. Vous imaginez si j'avais fait peser cette menace pour arracher une décision, mais dans quelle situation de fragilité et même, voilà, pas une seconde. Dans les heures que nous avons passées sur ce dossier, je n'ai fait valoir cette hypothèse. Je voulais que la décision... Pas une fois vous avez mis votre décision dans la balance. Et personne ne pourra me prendre en défaut là-dessus, parce que ça aurait été, mais comment dire... D'abord, ça n'aurait pas été à la hauteur de mes responsabilités. C'est pas comme ça qu'on prend une décision. Dans ce gouvernement, il y avait des ministres qui étaient pour, des ministres qui étaient contre, mais à partir du moment où on est rentré dans ce processus de médiation, chacun est resté à sa place et on a écouté moi-même les arguments. Et je peux vous dire que quand j'écoutais certains arguments, je reconnaissais que la décision n'était pas si évidente que cela. Vous allez maintenant tourner la page, hein, le dossier Notre-Dame. Oui, tourner la page, mais on n'oublie pas nos engagements et on n'oublie pas qu'il y a des souhaits des acteurs économiques, que leurs attentes sont là et on va leur faire la démonstration, je l'espère, qu'on va pouvoir concilier l'ensemble des exigences et des attentes. Alors, il nous restera peu de temps. Et pour revenir au territoire, c'est un territoire qui va retourner à sa vocation initiale, c'est-à-dire une vocation
agricole. Il nous reste très peu de temps, Nicolas Hulot. C'est important puisque c'est votre seule expression sur ce sujet qu'on prenne le temps. Mais juste un mot. Sébastien Lecornu, votre secrétaire d'État, annonce ce matin dans Les Échos que vous allez mettre le paquet sur l'éolien, accélération du calendrier. Les procédures vont passer de 7 à 9 ans à 3 ans pour installer un parc éolien. Vous allez simplifier, quoi. Bon, alors, Sébastien Lecornu, pendant que je vous parle, il est en train d'aller à Fessenheim. Et en plus, il est partout. On est en train de planifier la transition énergétique. Pour une fois, ceux qui travaillent à Fessenheim vont voir un membre du gouvernement. Ça n'a jamais été le cas. Jusqu'à présent, ils entendent parler des décisions par voie de presse. On est en train de mener la consultation pour que la transition énergétique soit désirée par les Français, acceptable socialement et économiquement. On prend le temps de planifier, on écoute, on prépare et on harmonise. Voilà. Et c'est ce à quoi Sébastien Lecornu et le gouvernement, nous sommes en train de travailler. Et je pense que c'est aussi une méthode qui, d'ailleurs, on peut la relier quelque part à Notre-Dame-des-Landes, du pragmatisme. Du pragmatisme. Yves, le Fessenheim, ça sera fermé avant la fin, dans un an, comme ça sera fermé au moment où Flamanville sera opérationnel. En tout cas, largement avant la fin du quinquennat. Je ne veux pas donner une date précise parce que on prend pas une décision comme ça. Il y a des décisions qui sont liées à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, ça sera en fonction d'un certain nombre de paramètres. Vous allez ou pas sur la ZAD éventuellement? Juste pour finir. Là, j'ai aucune raison, très sincèrement, maintenant d'aller sur la ZAD. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur RTL.